Sean P. Diddy Combs. Sean Diddy Combs. Humain, agression sexuelle, pédophilie et extorsion sont les chefs d'accusation auxquels est soumis le rappeur et producteur multimillionnaire Diddy. Depuis son arrestation le 16 septembre, ça ne fait que s'empirer pour Puffy, et c'est compréhensible vu l'ampleur de la chose. L'affaire a secoué l'entièreté du monde hollywoodien, et sa chute pourrait très bien entraîner celle de grandes célébrités. Et si la nouvelle éclate seulement maintenant, des personnes connaissent la véritable identité de Diddy depuis bien longtemps. Parmi eux, on a son ancien garde du corps Gene Deal. Avec les événements récents, on le voit partout. Dans des interviews, podcasts et émissions radio, il est omniprésent et livre des informations compromettantes. Mais à cette période, peu de monde le croyait vraiment. Et le fait qu'il avait quitté son poste de garde du corps pour Diddy peu de temps avant avait été une excuse pour tourner ses propos ridicules. Plus l'enquête avance, plus sa crédibilité augmente. Et ce serait vraiment pas bête de penser qu'il soit actuellement en train de travailler avec le FBI. Surtout quand on sait qu'il a su prédire précisément la date d'arrestation de Diddy dans un podcast quelques semaines avant. En fait, ce qui nous pousse vraiment à le croire sont tous les indices et anecdotes qui nous bombardent depuis toutes ces années. C'est juste le genre de truc que tu ne peux pas inventer et le temps lui donnera raison. Parce que plus on en sait, plus ses affirmations se confirment. Parmi ses meilleures prédictions, on a le fait que Diddy a enregistré tout ce qui se passait pendant les soirées pour les revoir ensuite dans un but pervers. Première info confirmée par le FBI puisqu'ils ont retrouvé de nombreuses cassettes vidéo de personnalités du showbiz et même d'hommes très influents pendant les perquisitions. Le fait que tant d'hommes puissants se retrouvent dans ces enregistrements crée une sorte d'omerta où personne ne souhaite se prononcer par peur des représailles. Deuxièmement, il disait que Diddy n'était pas profondément mauvais à la base, mais que ses pratiques déviantes lui auraient été apprises par d'autres personnages immondes de l'industrie musicale. Il soupçonne 3 très gros noms: André Harrell, le fondateur d'Uptown Records, Russell Simmons, le cofondateur de Def Jam, et enfin Clive Davis, un grand producteur dans la musique et le fondateur d'Arista Records. Tous ont été des influences néfastes pour Diddy, car il sera à l'origine du mal en l'ayant exposé à ce genre de soirée. Le fait qu'eux n'aient pas encore été punis lui a fait croire à un sentiment d'impunité totale. Il pensait alors que, comme eux, il pouvait s'en tirer sans craindre les conséquences juridiques. Jill Dean nuance quand même son propos en disant que Diddy reste à 100% responsable de ses actes, et que toute cette affaire est la plus grande tragédie du hip-hop derrière la mort de Tupac et Biggie. Parce que là, tout le monde de la musique et plus risque d'être chamboulé. Ça va même plus loin que de simples condamnations. L'affaire pourrait prendre des dimensions tellement grandes que toutes les personnes dans le milieu qui sont reliées directement et indirectement à cette histoire en subiraient les conséquences. Le cas le plus triste, mais qui risque très probablement d'arriver, c'est que les employés de Diddy, qui n'avaient rien à voir avec ces freak-offs, vont sûrement être affectés par ça. Ils pourraient être associés contre leur gré aux actes de leur patron et même se retrouver sans travail. Et ce sera ensuite vraiment très difficile de se faire embaucher quand on apprendra que tu as travaillé pour un agresseur sexuel / pédophile. Bref, ça c'était le propos de Gene Deal, mais retenez-le bien parce qu'on va en reparler dans la suite de la vidéo. Et aussi, vous risquez de le revoir dans les infos en ce qui concerne la suite de l'affaire. On va maintenant passer à quelqu'un qui n'a jamais caché sa haine envers Diddy en disant qu'il se faisait de l'argent sur le dos de Biggie depuis sa mort en 97. On connaît tous la personnalité taquine de 50 Cent. Le rappeur a propulsé sa carrière grâce à ça et il en a fait sa marque de fabrique. Fidèle à lui-même, il n'épargne personne. Et surtout pas Puff Daddy qui vient de lui offrir une occasion en or. Les soirées de Diddy ont longtemps eu la réputation du truc à devoir faire. Sauf qu'à cette période, apparaître des fêtes à très grand budget et qui rassemblent beaucoup de stars, personne ne savait vraiment ce qui se cachait dans les backstage. Et en parlant de ces soirées, 50 se dédonnera de toute implication en affirmant plusieurs fois qu'il n'est allé à aucune d'entre elles. Mais il fut quand même une période où il s'entendait relativement bien. 50 aurait même failli rejoindre le label de Diddy, Bad Boy Records. C'était vers la fin des années 90, quand il venait de se faire tirer dessus, mais à cause de tous les problèmes que 50 avait avec les gangs de New York, Diddy a dû refuser la signature du contrat. Tout ça a forcé 50 à se tourner vers des labels de la West Coast, dont Shady Aftermath. Et quand on voit la carrière qu'a eu 50 et ce qui se passe aujourd'hui, c'était peut-être mieux qu'il n'ait jamais été signé chez Puffy. Et en 2012, les deux auront même une altercation après les BET Hip Hop Awards. D'après les dires de MGK, un témoin de la scène, tout serait parti de quelques blagues sur la fortune de Diddy. I remember like 50 coming up outside of Puff's trailer and being like, but Puff was inside his trailer, so he said it to somebody. He was like, what kind of money Puff said he was getting again? I don't know what happened. I thought it was all like funny and sarcastic, and then like 2 seconds later, man, the whole gunplay thing popped off. So. Avec tout le bruit et la tension que génèrent les polémiques actuelles, on a même commencé à déterrer de vieilles histoires qui remontent à la fin des années 90, notamment par rapport aux accusations de Puffy dans la mort de Big. Et ça fait depuis 2006 que 50 émet des doutes sur les potentielles implications de Diddy dans le meurtre de Biggie, notamment sur le morceau The Bomb. Mais le reproche qui a été le plus souvent décrié par 50 Cent est l'homosexualité refoulée de Puff Daddy. Il dira que Sean Combs a essayé plusieurs fois de l'aborder dans le but de coucher avec lui et de le manipuler. He said something to me one time, a long time ago. At Chris Lighty's wedding, he told me to take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. That's what a guy says to a girl. Et quand on demande à Diddy ce qu'il en pense, sa réponse semble assez suspecte. I asked 50 about that, and he said you did the same thing to him. You asked him to take him shopping. Yeah, I thought he needed some clothes. What? I'm a nice guy. Yo, why are you with 50? Hey, yo. Why y'all not? Hey, yo, I don't have no beef.
You know he loves me. I don't think he like it. You know he loves me. Cette rumeur date déjà du milieu des années 90 et c'est ce qui explique cette vidéo de Mike Tyson repoussant la main de P. Diddy en pleine interview TV qu'on voit tourner partout en ce moment. Enfin, pour enfoncer le clou, 50 est actuellement en train de discuter avec Netflix pour préparer un documentaire à propos de toute cette affaire. En plus de ça, il affirme qu'une partie des recettes du docu sera utilisée pour soutenir les victimes d'agressions sexuelles. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose et en plus d'apporter plus de précision à l'histoire, ça pourrait aider de nombreuses personnes. Son ami Eminem est aussi de la partie, car il n'aura jamais montré aucun signe d'affection à Diddy pendant toute sa carrière. Depuis toujours, il envoie des pics à Puffy, comme quand il dénonçait son implication dans l'assassinat de Tupac dans le son Kill Shot. Dans de nombreux témoignages, Keffe D, un Crips de Los Angeles, a révélé que son neveu Orlando Anderson était le tueur de Tupac. Il aura également confessé que c'était Diddy qui avait commandité l'attaque pour une somme d'argent allant jusqu'à $1 million. Le but premier était de venger ce que Death Row leur avait fait subir depuis le temps. Pour l'instant, rien n'a encore été confirmé à 100%, mais sachez que l'affaire semble s'éclaircir, car Keffe D a été arrêté en 2023 pour sa participation dans la fusillade et qu'Orlando Anderson a finalement été déclaré comme celui qui a tué Tupac. En tout cas, l'enquête se poursuit et elle semble se préciser de plus en plus avec le temps. En plus de ça, Eminem rajoute une couche. Sur son dernier album The Death of Slim Shady, il enchaîne les punchlines contre Puffy. Très clairement, il dénonce les agressions sexuelles qu'a commises Diddy et évoque le fait qu'il soit à l'origine de la mort de Pac et Biggie. Sur le son juste avant dans la tracklist, Antichrist, il va évoquer les violences que Puffy a commises sur son ex-femme Cassie Ventura. En fait, ici, il fait référence à une vidéo filmée par une caméra de surveillance dans laquelle on voit Diddy en train de frapper son ex-femme dans les couloirs d'un hôtel en 2016. Si cette vidéo a mis autant de temps à être rendue publique, c'est sûrement parce que Diddy a payé plus de $50 000 pour ne pas publier l'agression. Après l'affaire, la vidéo a fini par sortir. Mais croyez pas que les pics qu'Eminem balance à Puff datent d'hier, parce que même avant qu'il soit devenu connu, il faisait déjà des références aux soirées détraquées de Diddy. Un peu plus tard dans sa carrière, dans Marshall Mathers, il va parler des potentielles rumeurs pédophiles de Diddy, en disant qu'il aimerait bien coucher avec des groupies encore très jeunes. Ironie du sort, Eminem et Puffy vont se retrouver un jour sur le même plateau. Ça se passe au Grammy de 2003 quand Diddy devait récompenser le meilleur album de rap de l'année. Pour beaucoup de fans, il semblerait qu'il n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée d'annoncer le rappeur qui s'était moqué de lui plusieurs fois dans le passé. Eminem, the Eminem Show. Ce qui marchait bien avec 50 et Eminem, c'est que leurs paroles avaient une vraie crédibilité contrairement à celle de Kanye West. Parce qu'être l'une des figures les plus sulfureuses du rap, ça aide pas à ce qu'on t'écoute sérieusement. C'est sûrement à cause de ça que quand il balançait des informations compromettantes sur Diddy, on ne l'écoutait pas vraiment. Mais en vrai, il essaie seulement de nous prévenir toutes ces années de la vraie nature de Diddy. Sur les mises en accusation officielles, il est dit que Puff Daddy a souvent extorqué des artistes féminins et masculins. C'est-à-dire qu'en échange d'une signature dans son label ou d'une différence de traitement dans l'industrie, Sean Combs pouvait avoir un contrôle total sur eux, passant par des faveurs dégradantes à du chantage sexuel. Parmi eux, on a Meek Mill, ou du moins c'est ce qui est suggéré par les dossiers du FBI. Les fans ont deviné que c'était lui à cause de la précision des indices. Il y avait par exemple le fait qu'il s'agissait d'un rappeur originaire de Philadelphie ayant eu une relation amoureuse avec Nicki Minaj. Le rappeur aurait également déjà performé un halftime show du Super Bowl et détiendrait une grande résidence à Las Vegas. Tous ces éléments mis à bout ont poussé les gens à conclure que Meek Mill était celui visé. En réponse à ces rumeurs, si je puis dire, le rappeur a dénié toute accusation. Mais le fait que ce soit des informations officielles données par un service comme le FBI tourne ce poste ridicule. De nombreuses personnes ont commencé à soupçonner l'influence malsaine qu'avait Diddy sur Mill, puisqu'il avait toujours évité d'aborder son nom sur ses réponses. Toute cette histoire fait écho à d'anciennes interventions de Kanye West. But as far as Meek Mills, Puff Daddy, whoever, none of these niggas, all you fake hard niggas, fuck you, cause you can't shoot nobody anyway, and the reason why you got talk is cause you did a deal, you fucking fed. Déjà, il faut savoir que Diddy a tenté d'approcher Ye plusieurs fois par le passé pour essayer d'avoir un contrôle sur lui. Il va refuser catégoriquement et l'afficher publiquement sur les réseaux. Il mettra également l'hypothèse que si Diddy fait tout ça, c'est parce qu'il a été payé par des leaders juifs pour faire taire Kanye. Tout ça, West l'avait déjà prédit quelques temps avant dans une interview où il répète que personne ne pouvait le contrôler. En parlant de contrôle, si quelqu'un avait vraiment le contrôle sur Diddy, c'est bien Suge Knight. Avec ses 1m88 et 120 kg, il avait la capacité d'effrayer n'importe qui. Et Puff Daddy ne fait pas exception. Encore moins quand le colosse s'en prend à lui personnellement. Parce que la guerre entre Bad Boy et Death Row était l'un des clashs, si ce n'est le clash le plus violent et destructeur du rap game. Mais avant de déclencher les enfers sur Diddy, je pense que ça va vous choquer si je vous dis qu'ils étaient potes. Ouais, difficile à croire après tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais bien avant tout leur drama, P. Diddy aurait même samplé plusieurs morceaux chez Death Row, dans le but de les inclure pour ses artistes. Par exemple, l'intro du premier album de Biggie, Ready to Die, contient un sample du son de Snoop Dogg, The Shiznit sur Doggy Style.
Et même si Suge va laisser passer ça plusieurs fois, ça va commencer à le saouler petit à petit. Et le fait que Puff essaie toujours de prendre la lumière de ses artistes en dansant et en faisant la fête dans leurs clips ne va pas non plus plaire au patron de Death Row. La guerre sera complètement déclarée après que Pac ait intégré le label de Suge Knight après sa sortie de prison. Le fait que Tupac soit fait tirer dessus au Quad Studio n'a rien arrangé à la situation, car Pac avait dénoncé l'implication de Dizzy dans sa tentative de meurtre. Et puisqu'ils sont tous les deux affiliés dans la même structure à présent, Suge en profitera pour s'attaquer directement à P. Dizzy, notamment pendant les Source Awards de 95. Les attaques vont aussi passer par les diss tracks de son protégé qui ne lâchera pas la peau de son supposé bourreau. Ou encore des apparitions chocs en interview qui vont laisser jusqu'à aujourd'hui des traumatismes à Puff Daddy. Pour finir, je vous laisse avec ce qu'a dit Suge depuis sa prison sur toute l'affaire autour de Diddy. So when you look at all these things and everybody want to say Puffy, 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 don't get me wrong. Yeah, Puffy stepped in this shit, but he's not the only one. They got all the tapes. Si depuis le début je n'ai parlé que de personnes extérieures aux atrocités de Diddy, on va maintenant se pencher du côté de celui des victimes. Tout d'abord, on a l'un des artistes les plus meurtris par l'industrie, Justin Bieber. Et d'après beaucoup de rumeurs, il serait l'une des victimes de Puff Daddy. Pourtant, il a essayé de nous prévenir plusieurs fois dans le passé, mais sans succès. Pour résumer, en 2009, Justin Bieber était déjà une star planétaire grâce à des tubes comme Baby ou One Time. Le rappeur Usher va négocier avec les parents de Bieber pour pouvoir le propulser au devant de la scène en devenant son tuteur légal. Erreur monumentale de lui avoir confié son enfant, puisque Usher va remettre le très jeune Justin à Diddy en lui accordant sa garde pendant 48 heures. La rencontre sera médiatisée et Bieber semblera plutôt mal à l'aise à ses côtés, ce qui est à première vue normal puisque Justin était un très grand fan de sa musique. C'est sûrement pour ça que les gens n'y ont donc pas prêté plus attention à l'époque et qu'elle sera très vite mise de côté. Right now, he's having 48 hours with Diddy. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose. And we gonna go full crazy. Pareil pour ce deuxième clip qui avec le temps aura très mal vieilli. Dedans on voit Justin encore plus stressé que d'habitude, qui a du mal à s'exprimer pendant que Diddy lui demande pourquoi est-ce qu'il ne traîne plus autant avec lui. Je vous avoue, la vidéo est très perturbante et révèle des signes de détresse plutôt révélateurs. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. Il y a cette autre vidéo assez étrange dans laquelle Bieber est filmé par surprise. Et d'après beaucoup de personnes, quelques secondes avant l'enregistrement, Justin était en train de faire de Diddy. Et donc plus le temps passait, plus sa santé mentale avait l'air de décliner. Et plusieurs raisons expliquent cela. Premièrement, il y a l'hypersexualisation de Justin et le traitement malsain qu'il a reçu de la part de l'industrie. Depuis les dernières histoires de Puff Daddy, certaines vidéos ont refait surface et nous montrent à quel point Bieber a été négligé dans le monde de la musique. Sauf qu'à l'époque, personne n'avait vraiment l'air d'accorder de l'importance à la détresse du chanteur. On se concentre plutôt sur les dérives qu'il pouvait avoir sans comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça. Mais surtout, on peut s'imaginer que Justin Bieber a subi des choses qu'aucun enfant ne devrait subir. C'est le genre de trucs qui créent de véritables traumatismes et qui détruisent la vie des personnes concernées. C'est pourquoi on peut retrouver dans une interview avec Zen Lou en 2020, Bieber disant qu'il souhaitait protéger les jeunes artistes pour qu'ils n'aient jamais à subir ce qu'il a subi. Il évoque notamment le nom de Billie Eilish pour qui il porte une attention toute particulière. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and so if she ever needs me, I'm gonna be here for her, but I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. À l'époque où l'interview était sortie, la plupart des gens pensaient que Justin était juste très protecteur et ne comprenaient pas pourquoi il était autant touché. Mais maintenant qu'on sait ce qui se passe véritablement en coulisses, il était en fait en train de la mettre en garde de personnages diaboliques tels que Puff Daddy et bien d'autres. À cause de tout ça, Bieber va trouver refuge dans la drogue et l'alcool. Un mélange qui va de pair avec sa profonde dépression et les troubles d'anxiété qu'il a développés, entre autres à cause de Puffy. Avec le temps, les plaies semblent petit à petit se refermer et la présence de ses proches a beaucoup aidé dans sa reconstruction mentale. Pourtant, même avec toutes ces histoires, Justin ne souhaite jamais aborder publiquement ce sujet. Et pour dire à quel point ça l'a affecté, il peut pas s'empêcher de fondre en larmes une fois qu'il a deux doigts d'en parler en podcast. D'après ses dires, il ne veut pas du tout en parler, mais il est fort probable qu'il soit appelé à témoigner dans le futur et qu'il doive donner des informations. En attendant, on lui souhaite un bon rétablissement. Ce qui est extrêmement hypocrite, c'est le fait que Usher avait lui aussi été introduit aux soirées de Puffy par le biais de son mentor quand il n'avait que 13 ans. Il savait que ce qu'il voyait était beaucoup trop choquant et inadapté pour son âge. Il affirme même qu'il refusera catégoriquement d'emmener ses enfants à ce genre de soirée. Pourtant, ça l'a pas empêché de créer le même traumatisme chez Bieber en lui présentant Diddy. Et ça va me permettre de faire la transition parfaite avec Usher. Donc tout comme Justin, Usher
Usher a été mis très tôt en relation avec Diddy. Puff aurait perçu le potentiel chez le très jeune rappeur qui ira même vivre chez lui à New York pendant un an, dans ce qui sera appelé le Flavor Camp. Selon Usher, c'était dans le but de le former au rouage de l'industrie musicale et lui aurait permis d'observer le style de vie et l'éthique de travail de Diddy. Assez ironique, je vous avouerai. En 2016, quand les révélations chocs n'ont pas encore été mises en lumière, Usher a donné de nombreux signes sur ce qui se passait dans les backstage de ces soirées. Tout ça se passe pendant une interview chez Howard Stern. Moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. I went there to see the lifestyle, right? And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. There were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. D'après beaucoup de rumeurs, Diddy aurait agressé sexuellement Usher à plusieurs reprises, mais qu'il n'aurait jamais rien dit car il était habitué, entre guillemets, à ce milieu. Dans une vieille vidéo où Kevin Hart interviewe les deux concernés, Diddy ferait des allusions à ce qu'il aurait couché avec son artiste. Come here, don't sit on the bed at night, no homo, no, just don't get close to the bed. My brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, check this out. I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes. Usher aurait même une fois été hospitalisé à cause de Diddy. Je vous laisse imaginer comment. L'information vient de Gene, l'ancien garde du corps dont je vous parlais au début de la vidéo. Je dis ça, je dis rien. Ce qu'il y a de plus louche avec Usher, c'est qu'il garde un silence constant sur toute l'affaire, sans jamais s'exprimer à propos de Diddy. Et c'est ce qui le rend encore plus suspect. Et finalement, la grande victime de Diddy, c'est bien son ex-femme Cassie Ventura. Dans les années 2000, Cassie était l'étoile montante du R&B. Et grâce à son single Me and You sorti en 2006, elle se fait repérer par Puff Daddy, qui souhaite la signer chez Bad Boy Records. C'est une occasion rêvée pour Cassie, et elle ne pouvait qu'accepter. Le truc, c'est qu'elle sera signée pour un total de 10 albums, ce qui est énorme. Ça représente presque toute la carrière d'un artiste. Tout ça pour que Diddy ait un contrôle total sur la carrière de Cassie, mais aussi sur sa vie en général. Très rapidement, leur relation d'artiste à producteur va se transformer en relation amoureuse, même s'ils avaient 17 ans d'écart. Après toutes ces années de souffrance, elle va finalement porter plainte contre Sean Combs, et dedans, elle affirme que peu de temps après l'avoir rencontrée, il n'hésitait pas à la droguer pour tirer davantage d'elle, de la frapper plusieurs fois par an, et de la forcer dans un but strictement voyeuriste à coucher avec des hommes prostitués. Enfin, après leur relation, dans les documents de l'affaire, Cassie affirme que Diddy serait rentré de force chez elle pendant son dîner et l'aurait alors qu'elle tentait de le repousser à de multiples reprises. En réponse à ça, l'avocat de Combs, Ben Brafman, va complètement nier ces allégations, en plus d'accuser Ventura d'avoir exigé 30 millions de dollars de la part de son ex-conjoint, auquel cas elle écrirait un livre diffamatoire sur leur couple. En résumé, la défense de Diddy, c'est qu'elle va prendre les dires de Cassie pour des mensonges qui ont pour but de ternir sa réputation. Assez ironique quand on a pu voir la vidéo où il la frappe dans un hôtel. Diddy aurait aussi proposé de lui donner des dizaines de millions de dollars pour la réduire au silence. Vous voyez vraiment le comportement manipulateur et possessif de Diddy ici. Et c'est ce qui explique que Cassie a mis si longtemps à se prononcer sur ce qu'elle a subi toutes ces années. Finalement, après des décennies d'abus, elle porte plainte le 16 novembre 2023 pour tout ce que je vous ai cité juste avant. Et assez mystérieusement, le lendemain, l'affaire sera réglée par un accord à l'amiable, ce qui arrange énormément Sean Combs. Le déroulement de ce procès aurait pu complètement ruiner sa carrière et souhaitait repousser au maximum le jour où il allait devoir goûter aux conséquences de ses actes, jusqu'à ce que ce soit plus du tout possible. Le courage et l'audace de Cassie va libérer la parole de bien d'autres victimes, parce que quelques jours après son procès, une multitude de poursuites seront posées à l'encontre de Sean Combs. C'est un peu elle qui va initier toute la dégringolade de Diddy. Enquête à suivre. Et sinon, la vidéo se termine ici. Je voudrais tout d'abord remercier mon pote qui a composé la majorité des chansons de la vidéo et je vous mets ses coordonnées dans la description. Et sinon, comme d'hab, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en mettant un like et en rejoignant ma newsletter en description.